Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le monde du travail. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont des conseils, des retours d'expérience sur mon vécu qui vous permettront de vous sentir plus à l'aise dans votre poste de travail, de tirer le meilleur parti de votre expérience et ainsi de progresser dans la hiérarchie de votre travail si vous voulez progresser ou approfondir vos compétences. C'est parti. Premièrement, la majorité des managers n'en ont strictement rien à faire de vous. Je m'explique. Dans le monde du conseil, l'erreur que la majorité des salariés font est de croire que leur manager se soucie d'eux. En effet, ils sont vraiment très peu à s'en soucier, mais la plupart du temps, les managers se foutent royalement de vous. Dans le monde actuel de l'entreprise, être ami, copain avec son manager est quelque chose de mal vu. Il y a souvent une distance, un gap, j'allais dire, entre vous et votre manager. Parce que pour lui, le manager, ce qu'il attend de vous, c'est que vous fassiez votre travail à bas prix, à moindre coût, efficacement. Son brut annuel dépend de votre travail. Donc si tout se passe bien pour vous, tout se passera bien pour lui. Si vous avez des petites affinités, etc., c'est super pour vous, mais dans la majeure partie, c'est votre travail, ça paye. Basta. Essayez de prendre la place de votre manager pendant une journée et vous verrez comme c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que vous êtes responsable de tout, de l'avancement du projet, de gérer un manque de personnel compétent, de former les nouveaux arrivants, d'avoir un manque de ressources au niveau informatique, au niveau logiciel, des problèmes de licence. C'est un vrai casse-tête d'être manager à l'heure actuelle. La dernière chose qu'un manager souhaite en sortant d'une réu et en rentrant dans une nouvelle réu, c'est d'apprendre qu'il n'a pas atteint ses objectifs, que le projet a eu du retard, que la qualité n'était pas au rendez-vous. Et donc tout ce qu'il a fait jusqu'à présent peut s'écouler en un instant. Donc la position d'un manager, c'est que tout se déroule bien pour lui permettre de progresser ou du moins de garder sa place. C'est pas du tout dans la même optique d'un salarié classique, c'est-à-dire progresser, apprendre des nouvelles compétences, expérimenter des nouvelles choses, travailler en R&D, etc. C'est vraiment un poste de management, c'est conserver sa place à tout prix, si possible augmenter mais jamais descendre plus bas. Voilà ce que c'est un manager. En effet, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, dont je tairai le nom, de société de conseil bien évidemment, on avait le chef de projet, etc. avait estimé, au vu des retours d'expérience, qu'il fallait 3 mois pour former une personne correctement. Donc quand une personne, c'est-à-dire qu'elle soit autonome sur le projet, qu'elle comprenne les demandes clients et qu'elle puisse effectuer son travail en temps et en heure. Jusque-là, on est tous d'accord. Donc 3 mois pour former une personne, c'est-à-dire un formateur et une personne à former. Donc il y a de ça début d'année, ils ont embauché une nouvelle personne qui est restée 5 mois. 5 mois pourquoi? Parce qu'elle était jugée inapte après 5 mois, je reprends les qualificatifs, de son licenciement, personne incompétente. Les mots sont dits. Tiens. Cette personne est arrivée, malgré tout la pugnacité, son effort, etc., pour s'impliquer sur le projet, pour apprendre, pour rédiger des procédures. Cette personne a été renvoyée. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'ils ont estimé 5 mois n'était pas suffisant, mais le point d'interrogation qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi a-t-elle été virée? Parce que personne n'a pu former correctement cette personne. En effet, c'était pas ma tâche de la former, mais j'ai essayé de la former le soir, après 18 h, en restant jusqu'à 20 h, etc., etc. Et déjà, à partir de ce moment-là, j'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Une personne avec les compétences était partie 2 mois auparavant, ils avaient recruté cette personne parce qu'il manquait quelqu'un qui, ne souhaitait pas faire ce poste, leur avait menti sur le poste, et malheureusement, cette personne a dû s'accrocher, et moi j'ai dû la former alors que c'était pas mon rôle, parce que je savais que personne n'allait la former, pour qu'elle puisse justement produire, etc. Donc elle a été virée pour incompétence. Donc déjà c'est un signe qu'il y a un problème au niveau du management. Après s'ajoute à cela de plus en plus d'heures supplémentaires dites exceptionnelles. En plus de cela, des délais clients qui ne peuvent plus être respectés. Déjà manque de compétences, manque de personnel, manque de temps. Et après une surcharge mentale extrême, des promesses qui n'arrivent jamais. Donc pour vous expliquer la situation, on m'a promis une augmentation de 3% après 2 ans et demi de bons et loyaux services. J'ai toujours été là à l'heure, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Je me suis vraiment impliqué dans ce travail. Et donc là, ce sont des petits signes justement qui sont de dire est-ce que je suis dans un bon milieu? Et il m'a fallu vraiment 3 mois avant de prendre conscience que ça n'allait pas et vraiment de poser ma démission. Et donc le reste de cette vidéo, ce sera justement d'analyser les situations, de savoir est-ce que je suis dans un bon espace, est-ce que l'espace est serein, bienveillant, comment sont traités mes collègues autour de moi. C'est vraiment des choses importantes pour moi qui permettent justement de déterminer si l'entreprise ou le secteur, le service
est adapté pour moi ou pas. C'est juste des mentalités, des personnalités à avoir, des ressentis. Et donc toute la suite de cette vidéo, ce sera sur mon expérience personnelle en vous donnant justement des petits retours, des petits conseils, astuces, des situations identifiables et dire ça s'est produit une fois, est-ce que ça va se reproduire, comment ça va évoluer, mais si jamais ça se reproduit, je vais vous donner les clés pour vous en sortir. Pour rappeler, cette vidéo n'est pas une suite de conseils pour après vivre la vie d'un loca, etc. Donc là, je fais bouteille de champ et ça y va, ça y va. Non, c'est juste comme j'ai dit justement, des petits conseils, des recommandations pour identifier des situations et après vous en sortir au mieux pour soit sauver votre carrière professionnelle, soit après évoluer, etc. Deuxièmement, faire progresser votre carrière est un danger pour votre manager. Plus vous devenez bon dans un domaine, dans votre activité, vous rendez un travail vraiment de qualité, en respectant les coûts, en réduisant le délai, en explicitant tout ce que vous faites, plus vous devenez indispensable à l'entreprise. Et ce qui veut dire indispensable à l'entreprise, c'est que vous êtes un danger potentiel. Et plus vous devenez bon, plus les personnes qui travaillent avec vous le remarquent. Les clients, les fournisseurs, vos managers hiérarchiques et toutes les personnes qui sont en interaction avec vous, de plus en plus vous devenez indispensable à l'entreprise. Je suis dans le monde de l'industrie depuis plus de 5 ans et de mon point de vue, des personnes compétentes, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Des personnes qui savent identifier un problème, qui maîtrisent parfaitement la théorie et la pratique, qui savent expliciter ce qu'ils font avec des mots simples pour te former justement. C'est des personnes que j'en ai rencontrées vraiment très peu et qui ont un self-control aussi très grand, c'est-à-dire qu'ils ne s'excitent pas, qui sont patients, qui savent expliquer et qui sont aussi pédagogues et qui ont une vie à côté, c'est-à-dire qui font du kayak, de la danse, etc. Enfin, c'est vraiment des personnes et des compétences rares. Et donc au vu de ces personnes-là, j'ai remarqué que, vu mon expérience, quand votre manager, surtout en société de conseil, n'arrive pas à vous garder, sans qu'il ne peut ou ne peut pas vous garder, il va commencer à vous pourrir la vie, c'est-à-dire pourrir votre carrière et vous pourrir mentalement. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas le point critique pour démissionner. Votre manager, plus vous êtes bon, plus votre manager vous poussera à vous donnera beaucoup plus de tâches, en réduisant beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de choses à faire en réduisant les délais. Il va vous pousser au maximum pour vous faire commettre une erreur et vous faire commettre une petite erreur, vous tombez dessus et après vous renvoyez parce que moralement des fois il nous tombe dessus et c'est vraiment dur à encaisser. Je parle de mon expérience. La menace favorite des managers qu'ils emploient souvent, c'est si tu démissionnes, tu n'auras pas ton chômage, tu ne vas pas trouver d'emploi, tu ne vas pas toucher ton Pôle emploi, tu n'auras pas tes APL, etc., etc., etc. Donc ça c'est une menace, au début que je me disais oui c'est menaçant, donc faut pas que je quitte mon poste, etc. Puis en réfléchissant, je me disais, ouais c'est curieux quand même cette menace et tout. J'étais là, ouais, c'est... Oui j'étais là, mais c'est curieux quand même ce genre de menace, de ne pas toucher son chômage, etc. Puis après en réfléchissant, je me suis dit mais c'est une menace vaine, parce que personnellement, je parle de moi, en tant que salarié, j'aime travailler, j'aime apprendre des nouvelles choses. Le secteur aéronautique, c'est vraiment ma passion. Genre, même si par exemple je me retrouve être mécanicien de bord, etc., c'est des choses qui me passionnent. Discuter avec les pilotes, voir des avions, et enfin, on trouvera toujours, quand tu es vraiment passionné par quelque chose, un métier dans le domaine qui te passionne. Quel que soit le métier, quel que soit le niveau, c'est vraiment des choses abordables. Donc au final, je me suis dit oui, c'est vraiment une menace un peu en l'air. Et en tant que salarié, moi j'ai la mentalité que si je me retrouve au chômage, je vais trouver un nouveau boulot, je vais faire ce qu'il faut, même si c'est temporaire, je fais ce qu'il faut. Et donc plus je réfléchissais à cette menace, plus je me disais ouais c'est curieux quand même. Et au final j'ai fini par démissionner. Je pense qu'avant tout un employé, quelqu'un qui doit se sentir bien au travail, aimer faire ce qu'il fait, ou du moins aimer 80% de ce qu'il fait, et puis être bien payé, enfin que le travail soit reconnu, etc., qu'il me donne l'ambiance. Je pense qu'en tant qu'employé, tout ce qu'on veut c'est appliquer ses connaissances, apprendre de nouvelles choses et être payé convenablement. Troisièmement, testez votre manager. Vous ne savez pas quand vous rentrez dans une nouvelle entreprise, vous ne savez pas sur quel manager vous allez tomber, s'il y a un changement de manager entre chaque. Donc voici des petits tips pour vous aider. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il y a certains managers qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent à donner le plus de vous-même, qui après ça vous récompensent en vous donnant des primes, en vous donnant soit des cadeaux d'entreprise qui vous poussent, etc. Et d'autres qui vous tirent vers le bas, enfin qui vous tirent pas vers le bas, mais qui savent que vous êtes bon, qui va vous garder à votre place, à votre même salaire, et qui fera tout pour que vous ne bougez pas de votre place. Donc là, je vais vous donner une liste de petits
astuces qui permettra de cerner votre manager, savoir s'il est plus dans la positivité pour vous accompagner à ce que vous alliez plus loin ou s'il est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Invitez votre manager à une réunion, un point, une discussion de carrière. Et c'est-à-dire vous pouvez le faire tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 1 an et demi, suivant votre besoin, suivant vos aspirations, etc. Si vous voulez changer de poste, si vous vous sentez bien dans le poste, vous changez de secteur, restez dans la même entreprise, etc. Donc c'est des discussions que vous devez avoir avec le manager, avec des fréquences comme vous les terminez au moins 1 fois par an, je recommande, sinon 1 fois tous les 2 ans, 2 fois par an plutôt, ou tous les 6 mois, ça dépend de la situation. Si vous êtes plutôt stressé, si ça a changé, vos collègues vont tout changer, etc. Donc déjà, créez ce point avec votre manager et observez ces différents points. Est-ce que votre manager s'est préparé à cet entretien? Est-ce qu'il acquiesce en disant oui, j'en parlerai à la direction à toutes les questions que vous posez? Est-ce qu'il s'intéresse et participe de manière active à ces discussions? Est-ce qu'il apporte des nouvelles idées? Tous ces petits points-là, ça vous met un peu la puce à l'oreille de est-ce que votre manager se fout de vous ou est-ce qu'il est juste là pour faire bonne figure? Enfin, est-ce que votre manager se fout de vous, il est là pour faire bonne figure ou est-ce qu'il est vraiment impliqué dans votre carrière, dans votre état d'esprit, savoir est-ce que vous vous sentez bien dans l'entreprise? Si jamais vous voulez changer, pourquoi vous voulez changer? Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? Ça dépend de savoir s'il est passif ou actif. Si aucun de ces signes n'est positif, c'est que vous avez un manager qui est juste là pour conserver sa place et que tout se passe à peu près bien autour de lui. Alors il est tout le temps comme ça le manager, on sent il est là, bon lui il travaille bien, on va le garder, est-ce qu'on va l'augmenter? Non, on va pas l'augmenter. Ah, lui on sait pas trop, bon, tant qu'il reste là, on fait profil bas, etc. Donc c'est vraiment ce type de manager dans lequel vous avez en face de vous. Dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est garder votre vie privée et rester dans l'entreprise jusqu'à ce que vous trouviez une meilleure opportunité ailleurs. Et le jour où vous avez une meilleure opportunité, démissionnez, il sera en colère. Mais bon, c'est comme ça la vie. Quatrièmement, l'augmentation de salaire. Donc pour tout manager, augmenter un salarié lui coûte extrêmement cher. Surtout en France, vous payez quelqu'un à 3 000 €, la personne reçoit 2 000 €. Où sont passés les 1 000 €? L'État, les taxes, etc., les assurances, blablabla. Je ne ferai pas un cours de détail de fiches d'impôt, mais voilà, globalement, tu t'embauches quelqu'un, tu débourses 3 000 € brut, pour quelqu'un, il touchera 2 000 € net. Bien sûr, tu pourrais quitter ton entreprise et aller voir ailleurs pour après négocier un nouveau salaire, une meilleure situation, de nouveaux avantages, mais la majorité des managers savent qu'un employé basique, un salarié classique, ne changera pas d'entreprise parce que il a peur du changement, il a peur de l'inconnu. S'il démissionne, est-ce qu'il trouvera quelque chose derrière? C'est des mentalités bien ancrées, et donc bien ancrées au niveau salarial. J'ai travaillé avec des personnes qui ont été dans la même entreprise, ils faisaient le même boulot depuis 6 ans. Ils n'avaient pas été augmentés depuis 6 ans. Ils avaient des entretiens carrière 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans. Et à chaque fois, ils revoyaient les objectifs. Et ils disaient ah non, vous augmentez pas cette année, on vous augmente l'année prochaine et l'année prochaine. Ils disaient quoi? Ils attendaient encore 6 ans. L'inflation est de 6% par an en moyenne. Ça veut dire que normalement, pour être à la hauteur, il faudrait être augmenté de 6% par an. Ce qui est strictement inenvisageable pour un employeur, d'augmenter tous ses salariés à 6%. Ne comptez pas non plus sur les primes. Pour ma part, pour mon bon travail que j'ai fait au bout d'1 an et demi, j'ai reçu une prime, 80 € brut, et ils m'ont vendu comme une prime exceptionnelle en disant voilà pour ton travail, on va te remettre une prime, etc. etc. Les éloges. Je regarde sur ma fiche de paye, 80 € brut, l'équivalent de 65 € brut, 65,50 €. Et en plus les primes, l'attribution des primes, ça varie un peu comme le climat cette année. C'est-à-dire là, hop, on vous attribue la prime, ah non en fait vous n'êtes pas éligible. Et bon c'est comme ça, est-ce qu'on va se battre? Est-ce que je vais me battre? Est-ce que c'est mon combat? Non. Et oui, et si jamais on vous propose de vous garder pour un salaire moindre, enfin pour une augmentation moindre à celle de l'inflation, refusez, je vous dis clairement, refusez, essayez de trouver mieux ailleurs, etc. Et là on arrive sur la 5e partie, c'est reprendre le contrôle de sa carrière. Et donc là c'est une suite de petites étapes que je vous conseille de mettre en place petit à petit.
chaque jour apprendre de nouvelles compétences. En effet, une personne compétente a plus de facilité à avancer naturellement dans la vie, à avoir de nouveaux postes proposés, etc. C'est quelque chose de logique. Mais pour les autres, il existe des formations pour apprendre des nouvelles compétences techniques, de l'art oratoire par exemple, apprendre la programmation, l'infographie, des nouvelles compétences qui peuvent ajouter un plus à votre carrière. Sur le moment, par exemple, vous connaissez tous l'histoire de Steve Jobs, qui racontait qu'il avait pris des cours de graphisme et puis il ne savait pas où ça allait mener dans sa vie. Puis à la fin, il fait la fin de son interview en disant Connecting the dots, parce que le cursus qu'il a fait, ces petites années qu'il a fait en infographie, ça lui a permis de créer des Macs épurés, avoir un nouveau design. C'est une petite compétence qui, des années après, lui en savent. Donc vous, si vous apprenez par exemple une petite compétence en plaçant un diplôme sur internet, sur le coup, vous dites mince, ça ne me sert pas sur le coup, mais plus tard, ça pourra vous servir. Après, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est passer des entretiens d'embauche régulièrement. Donc je dis régulièrement, je recommande au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est justement pour vous garder dans la dynamique des entretiens d'embauche. Savoir se présenter, savoir faire un bilan de son parcours, savoir mettre ses compétences en avant. Et surtout, on va pas se mentir, on aime vraiment nous, savoir négocier son salaire. La clé pour un meilleur poste, pour un nouveau poste, c'est de maîtriser les entretiens d'embauche. Et comme on dit dans le milieu, practice makes perfect. Ça veut dire plus vous en passez, plus vous serez bon. Je vous recommande de passer des entretiens pour des postes beaucoup plus hauts avec beaucoup plus de compétences. Et donc comme ça vous entraînera à rencontrer les personnes, les RH, savoir ce qu'elles attendent de la personne, comment elle présente le poste, comment vous pouvez y répondre. Et malheureusement, si vous ne convenez pas au poste, ils auront votre candidature et vous pourrez aller sur d'autres postes. Mais toujours viser toujours plus. Et après, si jamais vous voulez reprendre justement le fait de repasser des entretiens, viser des entreprises beaucoup plus basses, etc. pour vous remettre dans le bain et être sûr, là vous êtes sûr que vous n'allez jamais postuler parce que c'est des entreprises un peu moins bien pour vous. Si vous sentez que vous êtes embauché par accident ou par défaut, c'est-à-dire la personne a quitté son poste rapidement, juste remerciez pour le poste, dites que vous êtes une personne très sollicitée et cherchez de nouvelles opportunités ailleurs. C'est des choses qui arrivent, mais si jamais vous ne sentez pas ou qu'il y a la suspicion, ne refusez poliment le poste et continuez votre route. N'ayez pas peur aussi de poser des questions dérangeantes. Par exemple, demandez pourquoi le poste est vacant. Pourquoi la dernière personne a démissionné? Quelle est l'ambiance dans l'équipe? Est-ce qu'il y a souvent... comment sont les managers? Quelle est la tranche d'âge des salariés? Pour un peu vous projeter, c'est des questions que souvent les RH ont un peu décontenancées d'entendre. Je vous mets aussi un petite vidéo d'animation pour vous montrer. Juste là, c'est un petit extrait pour montrer les autres questions qu'on peut poser. Et après, ça dépend des personnalités. L'entretien d'embauche, c'est un état d'esprit. Déjà, pour commencer, comment tu entres dans la salle. Je sais que moi, mes premiers entretiens, il a fallu que j'en passe, il y a quelques années. J'entrais dans la salle en me disant, c'est pas moi qui ai besoin d'un job, c'est lui qui a besoin d'un employé. Pas de pression. Je peux t'assurer que ça fait la diff. Quand on a 3 derrière, qui sont là, prêts à tuer père et mère pour avoir le job, et que toi t'arrives, on se dit, ce type-là, il est bien serein. Je le veux dans ma boîte. Ensuite... Ça fait pas peur à un patron, non? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. À un bon patron, ça fait pas peur, en tout cas. D'accord? Un bon patron n'a jamais peur Entre hommes charismatiques, on se comprend. Tu vois ce que je veux dire? Au sommet de la pyramide, on s'entend bien là-haut. Ok. C'est sûr que si je commence à vouloir aller bosser dans les trucs d'en bas, là, on va pas se comprendre. Mais là-haut, on se comprend. Autre truc qui revient aussi, tiens, ça c'est marrant que tu m'en parles, parce que j'ai eu un coaching dernièrement. Le mec vient me voir et il me dit ouais, mais j'ai appliqué ton truc, je suis rentré, j'ai été silencieux, parce que je lui dis, le charisme égale silence. Parce que silence égale mystère, et mystère égale charisme. D'accord? Je lui dis, donc tu rentres, tu dis le moins de mots possible, tu t'installes. Un peu comme tu vois ce que... Tout se passe bien. Il monte son CV, bon, le mec il avait un trou de 3 ans dans son CV. Le boss lui dit, et ce trou-là, dans votre CV? Et ben là, je n'avais pas anticipé cette question. Cette question, donc le mec ne savait plus quoi faire. Entretien terminé. Donc je le dis, si le boss vous dit, et ce trou-là dans votre CV? Psychologie inversée. Ça, c'est américain. Et ce trou dans votre CV? Et vous? Pourquoi vous avez besoin d'un employé?
Le dernier était déçu? On respecte pas le code du travail? Je sais pas moi, poser des questions, j'en pose aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut inverser la tendance. Je te l'ai dit tout à l'heure, cette société, c'est un putain de jeu. Un autre point également, c'est networker en dehors de son entreprise. Postuler à des postes, c'est bien, mais les emplois viennent des personnes, des gens qui nous entourent, des personnes qu'on a rencontrées, qui nous disent « Ah, j'ai rencontré cette personne en stage, je peux lui proposer ce poste, j'ai trouvé qu'elle était adaptée pour faire ça, ça et ça. » Ok. Donc c'est important de networker, d'avoir un réseau, en français on va dire, de réseauter. Et arrête de postuler à des postes comme Météo Job, Indeed, etc., d'envoyer des candidatures à tout, voilà, clac, 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 clac. Mais plutôt utiliser LinkedIn. LinkedIn, c'est simple. Vous voyez une personne ou un poste qui vous intéresse, contactez-la et pas dire « Bonjour, je suis intéressé pour tel poste ». Trouver un point d'accroche chez cette personne. Par exemple, l'aéronautique, un système industriel qu'elle développe, par exemple les drones. Et vous dites, par exemple, vous voulez travailler dans le secteur drone à la conception électronique. Vous savez que cette personne travaille dans les entreprises de drones. Parrot, DJI, etc. Donc vous lui écrivez bonjour, je suis passionné par les drones et l'aéromodélisme, j'ai créé mes propres drones, etc. Quel est votre point de vue sur telle ou telle technologie, j'aimerais en parler avec vous. La personne répond, tant mieux, la personne ne répond pas, c'est pas grave, passez à une autre personne. Et ainsi de suite. Les gens vous ghostent, vous allez vous en remettre, tout le monde s'en remet, même moi, ça arrive. Si la conversation prend une bonne tournure et qu'elle vous répond, n'hésitez pas à l'inviter à prendre un café, à un thé, etc. Puis s'approfondir. Et à la toute fin, glisser, vous pouvez dire ouais, je suis ouvert à des nouvelles opportunités dans ce secteur. Si jamais vous entendez quelque chose, parler de quelque chose, n'hésitez pas. Mais genre très subtilement. La personne après gardera ça en tête et vous contactera, vous dira voilà, j'ai telle opportunité qui vient de copier sur mon bureau, ou on recherche une personne pour faire telle chose ou telle chose, est-ce que ça vous intéresse? Puis après, c'est des formalités, c'est vraiment important. La deuxième chose à faire aussi pour réseauter, c'est aller à des salons, des conférences, des expositions technologiques et industrielles. Là, vous pouvez rencontrer des personnes du même secteur que vous, l'aéronautique, l'industrie, les nouveaux composants, les matériaux composites. Donc c'est vraiment des passions qui rassemblent et donc n'hésitez pas à parler justement de... Par exemple, si vous allez au Bourget, de parler des avions, parce que c'est la base, soit l'histoire de l'aviation, les différentes innovations liées à l'aviation, comment c'est appliqué dans le monde industriel, etc. Donc c'est des petites données qui engagent la conversation. Voilà, je suis ouvert à des nouvelles opportunités, je travaille dans tel secteur, mais je suis aussi intéressé par ça, ça et ça. Et donc, laissez ça subtilement. Si la personne n'entend pas et continue à parler de sa passion, restez avec elle. Sinon, restez sur le même sujet, je veux dire. Et sinon, attendez plus tard, etc. Puis invitez-la. Puis si tout se passe bien, elle pourra vous faire rencontrer une RH, etc. Je vous laisse improviser pour la suite. Et enfin, un dernier point clé que je mettrai en avant aussi, à la toute fin, c'est que votre carrière professionnelle, vos ambitions, vos objectifs doivent rester sur vous. C'est-à-dire, prenez une feuille, marquez noir sur blanc, dans 3 ans je vais être là, dans 2 ans je vais avoir tel poste, etc. etc. Donc ça permet justement d'avoir une vision claire de là où vous devez aller, savoir si je suis plus dans l'industrie aéronautique, plus l'industrie spatiale, qu'est-ce qui m'attire dans cette industrie-là. Posez vos idées noir sur blanc, ça permettra de libérer votre cerveau, de clarifier votre pensée et après d'avoir un peu des objectifs sur qui contacter, où aller, etc. Par exemple, si vous êtes fan du chocolat, vous allez au mondial du chocolat. Bon, peut-être par inadvertance, vous pouvez rencontrer quelqu'un du milieu aéronautique, mais c'est pas vraiment le lieu. Mais bon, voilà. On sait jamais. La vie est faite de surprises. Et à la toute fin, mon petit dernier conseil, c'est de trouver un équilibre entre vie pro et personnelle. C'est-à-dire, il faut que votre vie professionnelle ne se déroule pas de 8h à 20h, et que vous ayez des petits moments, par exemple, vous faites 8h à 18h30, ou alors 8h à 18h, ou alors 9h à 18h, où vous trouvez aussi un petit point d'équilibre, c'est-à-dire aller faire du sport, aller à la pêche, faire du vélo, etc. Donc posez-vous aussi ces questions avant de rentrer dans le poste. Est-ce que j'aime faire ce que je vais faire? Est-ce que je me projette pendant 3, 4 ans, 2 ans? Est-ce que je vais m'épanouir? Et est-ce que je vais apprendre de nouvelles compétences? Appliquer ces compétences, c'est bien, mais apprendre de nouvelles compétences, c'est mieux. En conclusion, je dirais que cette vidéo est un résumé de différentes petites étapes qui permettent de faire évoluer votre carrière professionnelle.
J'ai partagé beaucoup de mon expérience personnelle, donc ça n'a que moi. Et j'espère que pour vous et pour certains d'entre vous, tout se passera très bien. Mais là, au vu de ce qui se passe autour de moi, de mes collègues, etc., j'ai vu que cette vidéo avait besoin d'être publiée justement parce que j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, donc j'ai vu les situations et je me dis, mais d'autres collègues viennent me contacter pour avoir d'autres conseils par rapport à ce que j'avais vécu, etc. Pour changer de poste alors qu'on n'est plus forcément dans les mêmes boîtes. Là, je me dis, oui, cette vidéo avait besoin d'être publiée. N'oubliez jamais que si vous êtes bon, votre employeur ne voudra que vous restiez au même poste, au même salaire, en fournissant plus de travail. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.